Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le projet de nouvelle constitution a été adopté à l'issue du référendum de ce dimanche 25 octobre au Congo-Brazzaville. 72,44% des électeurs auraient voté selon les résultats officiels annoncés mardi 27 octobre à Brazzaville. Dynamisation de l'économie des pays de la zone francophone. Paris, capitale française, réunit justement ce mardi le deuxième forum économique de la francophonie. Nous reviendrons sur les enjeux de cette rencontre. Dernier round de négociation des délégations nationales avant la conférence internationale sur le climat prévue en décembre à Paris, en France. Ce vendredi, les négociateurs ont abouti à l'adoption d'un texte, mais il est décrié par plusieurs délégués, notamment des pays en développement. Au Congo-Brazzaville, le oui l'emporte donc à l'issue du référendum du 25 octobre 2015 avec 92,96% des voix. Même si l'opposition reste dubitative sur les résultats, le processus constitutionnel sur la nouvelle constitution se poursuit au Congo. Les précisions d'Idelati Mirabel-Bissou. Au Congo, le oui l'emporte à l'issue du référendum du 25 octobre 2015 avec 92,96% des suffrages exprimés. Des résultats contestés par l'opposition. En effet, le référendum devait trancher sur les divergences autour du projet de la nouvelle constitution permettant au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat en 2016. Nous entrons donc aujourd'hui de fait dans une nouvelle république. Nous attendons simplement que conformément à la loi, le président de la République reçoivent les résultats définitifs parce qu'il faut encore qu'ils soient confirmés par la Cour constitutionnelle. C'est une étape juridique essentielle. Une fois que la loi référendaire adoptée par le peuple sera confirmée par la Cour constitutionnelle, elle sera transmise officiellement au président de la République pour promulgation. Maintenant, sur le plan politique, la Constitution prévoit les mécanismes de son entrée en vigueur. Donc, dans la dernière disposition, je crois que c'est l'article 246, cette Constitution prévoit qu'elle rentrera en vigueur à partir du moment où les institutions qui sont prévues dans le texte vont être installées. L'opposition qui avait appelé à boycotter les urnes la veille du référendum a estimé que le taux de participation n'a pas dépassé 10%, alors que les chiffres officiels parlent d'une participation de plus de 72%. À l'échelle de l'histoire comme à l'échelle de l'avenir, ce référendum est tout simplement un non-événement, un non-lieu historique. Non seulement que le référendum était illégal et il va continuer à le demeurer, mais en plus, c'est le pourcentage du rejet par la population congolaise de ce projet. Revenu au pouvoir en 1997, le président Denis Sassou Nguesso avait dirigé le Congo de 1979 à 1992. Ce projet, approuvé au terme du référendum du 25 octobre 2015, met fin à deux verrous constitutionnels, la limite d'âge et le nombre des mandats présidentiels. Des textes qui empêchaient l'actuel chef de l'État de briguer un troisième mandat. L'OIF souhaite renforcer l'économie de la zone francophone. Ce mardi, Michaël Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, s'est exprimé sur les potentialités économiques de la communauté. Les précisions d'Arwa Barkala. Le deuxième forum économique de la francophonie s'est ouvert ce 27 octobre 2015 à Paris, capitale française. Dès l'inauguration du forum, le potentiel économique et humain impulsé par la jeunesse au sein de la communauté francophone a été rappelé par Michaël Jean, la secrétaire générale de la francophonie. Pour toutes celles et tous ceux qui craignent d'être laissés de côté, je pense aux jeunes. La proportion de jeunes dans le monde n'a jamais été aussi importante. Pour tous ces jeunes qui s'apprêtent à vivre leur vie adulte, pour des millions d'entre eux qui n'ont pour horizon qu'un avenir fait d'inactivité, de précarité, d'incertitude et de pauvreté, c'est un terrible choc qui les plonge souvent dans la désespérance. Et nous le savons, cette désespérance est un terreau fertile pour des organisations criminelles et les extrémistes de ce monde. Selon la secrétaire générale de la francophonie, l'autonomisation des femmes doit rester la priorité en vue d'une croissance économique inclusive au sein de l'espace francophone. Pas de vraie croissance économique non plus sans les femmes. Toutes les études
Tous les rapports le montrent. Je vous invite à consulter ceux encore récemment publiés par le FMI et l'OCDE et qui font la preuve que le supplément de prospérité de l'économie mondiale est entre les mains des femmes. Dès lors qu'on les sort de l'informel, des emplois précaires et à bas salaire, dès lors qu'on agit sur la discrimination qui afflige tant de femmes et leur sous-représentation à tous les niveaux du processus de décision dans le domaine économique. Ces énergies constructives des jeunes et des femmes doivent trouver un relais et un multiplicateur dans l'espace francophone. Développer une stratégie économique au sein de l'espace francophone reste l'objectif des participants à cette deuxième édition du forum, dont les débats sont essentiellement centrés autour des thèmes de l'éducation, des nouvelles technologies, de l'entrepreneuriat et des partenariats publics-privés. Paris, la capitale française, accueille donc ce mardi 27 octobre le deuxième forum économique de la francophonie. Un événement qui rassemble en ce moment même plusieurs personnalités du monde politique et économique. On écoute tout de suite le président sénégalais Macky Sall qui a pris part à cet événement. La francophonie, ce sont aussi des affinités autour de la langue française. Et parlant de la langue française, j'aimerais rappeler des propos que j'ai entendus étant déjà très jeune élève, des propos de Léopold Sédar Senghor qui disait son premier contact avec la langue française. Et il disait que lors de mon séjour à Ngazobil, qui est un séminaire au Sénégal, il était encore jeune, Senghor, lorsque j'ai entendu pour la première fois le mot confiture, il dit « confiture m'a fait aimer la langue française ». Alors je rajouterai qu'à travers ce mot confiture, on perçoit toute la finesse, toute la beauté, tout le charme et toute la délicatesse de la langue française. Découverte d'un nouveau réseau de détournement des salaires de fonctionnaires en République démocratique du Congo. Le système de bancarisation des paies mis en place par le gouvernement a été détourné pour un montant de 11 millions de dollars au niveau des ministères et autres agences gouvernementales. On fait le point tout de suite avec Alioune Negendo. Nouvelle affaire de détournement des paies de fonctionnaires en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a découvert le ministère du budget de la RD Congo, malgré sa décision de bancariser le paiement des salaires. Une découverte qui survient après un contrôle du ministre d'État du budget congolais, Michel Bongongo, auprès des administrations de l'enseignement et de la santé publique. Plus de 11 millions de dollars auraient été détournés dans ces secteurs lors du troisième trimestre à Kinshasa, la capitale du pays. Cette enquête qui a été menée par le ministère du budget, qui découvre effectivement qu'il y a la fraude sur le salaire des fonctionnaires. D'abord, il faut signaler que ce n'est pas la première fois que ça arrive en RD Congo. Depuis toujours, les services de la paie de l'État des fonctionnaires a toujours posé beaucoup de problèmes. Donc, aujourd'hui, cette enquête ne fait que confirmer ce que tout le monde savait, ce que tout le monde à Kinshasa, au Congo, savait. L'opinion publique le savait déjà qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des actes frauduleux qui ne sont pas sans conséquences. Et si le réseau a déjà causé le ralentissement du travail de l'ensemble des secteurs de la fonction publique, le gouvernement ne compte pas s'en arrêter là pour autant. Les opérations de contrôle vont être élargies à l'ensemble du territoire en vue d'identifier les fonctionnaires fictifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là, c'est la vraie question. On a pensé effectivement qu'avec la bancarisation, on résoudrait le problème de ces fraudes-là. Mais le problème n'est pas tant la bancarisation que le fait du dénombrement réel des vrais fonctionnaires. Contrôle en amont de l'existence des fonctionnaires, des vrais fonctionnaires ou des fonctionnaires fictifs. Tant qu'on n'arrivera pas à faire cela, on pourrait contrôler la paie, mais on ne saura jamais le vrai nombre et l'État continuera à être plumé. Au mois de mai 2015, une enquête avait démontré que 170 millions de francs congolais étaient détournés mensuellement des paies des fonctionnaires. C'est ce qui a poussé à la création d'une commission sur le détournement de la paie des fonctionnaires, mise en place le 30 mai 2015 par Michel Bongongo, le ministre d'État du budget.
Un texte de base approuvé par près de 195 pays en vue des négociations de la COP21 ce vendredi en Allemagne. Il se fixe pour objectif de contenir le réchauffement de la planète en deçà de 2 degrés, comme le préconisent les experts. Les pays en développement ont cela dit exigé l'ajout de leurs principales revendications. Les précisions de Lise Elsi à Kizimana. Adoption du texte de base en vue des négociations de la conférence sur le climat à Paris ou COP21. Approuvé vendredi 23 octobre 2015 à Bonn en Allemagne par la majorité des négociateurs des 195 pays, ce projet est détaillé dans un document de 55 pages. Plusieurs désaccords subsistent pourtant. Il s'agit notamment de la question des aides financières réclamées par les pays en voie de développement. Dans toutes ces négociations internationales, au-delà de l'enjeu qui concerne la solidarité en matière de financement, la question qui se pose dans les rencontres comme celle-là, c'est qui est-ce qui négocie, sur quoi on va négocier et pour qu'on arrive au consensus. Et là, si cette partie de la négociation ne figure pas dans le document de base, je ne vois pas comment on peut aller loin. Je dirais même qu'à un moment donné, l'Afrique peut décider de ne pas signer un document final de l'accord tant que la question des financements n'aura pas trouvé son aboutissement en fait. Depuis le sommet sur le climat à Copenhague en 2009, les pays les plus riches avaient promis de donner 100 milliards de dollars américains par année d'ici 2020 pour aider les pays défavorisés à réduire leurs émissions et à réagir aux effets inévitables des changements climatiques. Pour l'heure, les pays développés restent réticents et ne souhaitent pas s'engager au-delà de cette somme. De la COP21, l'Afrique devrait attendre des choses claires en matière de transfert des technologies et surtout tout ce qui est en rapport avec des financements qui l'aideraient à régler les questions en rapport avec les questions énergétiques telles que l'éolien, le voltaïque et l'énergie d'origine hydroélectrique. C'est-à-dire que les financements devraient aller dans ce sens-là pour que l'Afrique soit partenaire de la question d'atténuation et à la fois de l'adaptation aux conséquences qui pourraient résulter des changements climatiques. Une nouvelle réunion présidée par le ministre des Affaires étrangères français Laurent Fabius se tiendra au début du mois de novembre 2015. Objectif, faire un dernier point sur les négociations et réajuster cet accord du texte de base des négociations de la COP21 qui se tiendra à Paris en France du 30 novembre au 11 décembre 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.